Plaisir Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, vous le savez, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés pour nous accompagner, cette fois, c'est Frédéric Hello, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'économie sociale et solidaire à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on évoque l'économie sociale et solidaire. Ça tombe bien, il y aura aussi la question de l'internaute. Sur la théorie du donut. Théorie du donut. On va parler un peu de pâtisserie, ce qui n'a rien à voir avec la deuxième partie de l'émission. Dans notre dossier, le plan de relance devient France 2030. L'objectif est de soutenir la transition écologique et de faire émerger de nouvelles filières industrielles et technologiques dans des domaines pour lesquels l'Isère s'illustre particulièrement. On fera le point avec le sous-préfet à la relance. Inventer une éolienne aéroportée, une sorte de cerf-volant qui utilise le vent pour produire de l'électricité. C'est le pari de Windfisher, une start-up iséroise qui teste ses prototypes dans la plaine de Noyaret. Ce sera notre reportage innovation. Et puis, focus sur une marque, les Petits Bonheurs, créée par Thierry Court. Le chocolatier confiseur grenoblois veut lui donner un nouvel essor. Il vient de s'installer dans un tout nouvel atelier, 500 mètres carrés au total, pour développer sa gamme de snacking sucré néo-artisanal. Il nous expliquera, c'est un changement d'échelle, mais toujours avec la même exigence de qualité pour ses bonbons, ses barres chocolatées et ses autres confiseries sans additifs ni colorants. La 16e édition du mois de l'économie sociale et solidaire a lieu en ce mois de novembre. L'occasion de faire un zoom particulier sur cette ESS avec vous, Frédéric Hello, cette économie sociale et solidaire qui s'appuie sur un principe de solidarité, d'utilité sociale, un secteur qui prend un poids de plus en plus important. D'abord, comment est-ce qu'on peut définir cette ESS ? Compliqué de définir en quelques minutes un phénomène millénaire pour les uns, puisque ça remonte à l'Antiquité, avec quelques étapes au Moyen-Âge, notamment avec des fruitières du Jura, qui étaient déjà des coopératives à l'époque. Mais c'est surtout au XIXe siècle, et notamment en France, que ce mouvement a pris de l'ampleur, et c'est le produit de plusieurs histoires. Un mouvement politique, un mouvement social, un mouvement religieux aussi, un mouvement philanthropique. Donc c'est plusieurs familles qui se sont réunies ensemble pour essayer de résoudre des problèmes de fragilité en fait, liés aux évolutions, par exemple, de la révolution industrielle de l'époque. Il s'agissait par exemple de défendre la condition ouvrière, de leur donner une protection, une première protection sociale, ça a donné le mutualisme. Ça a été aussi des réflexions sur la gouvernance des entreprises. Ça a été le mouvement coopératif, comment détenir le capital de manière plus partagée, plus équitable entre les parties prenantes. C'est aussi la liberté d'association. C'est finalement la dernière liberté publique qui a été mise en place en 1901. On en parle beaucoup, puisque effectivement, le fait de s'associer, de se regrouper en famille était quelque chose qui avait disparu après la Révolution française, puisqu'on voulait un individu seul, unique et détaché de toute racine particulière. Donc on a retrouvé ce mouvement-là qui est en fait finalement la société civile qui s'émancipe et qui construit tout ce que finalement le marché ne peut pas prendre en compte ou que l'État prend plus ou moins bien en compte. Et donc dans ces interstices-là, il y a place à beaucoup d'initiatives. Alors économie, chaque mot compte dans économie sociale et solidaire. C'est une économie dans la mesure où il y a un modèle économique. Il y a quand même la gestion de ressources rares. Il faut être un vrai chef d'entreprise pour diriger une structure de l'ESS. C'est également social dans le sens où c'est, comme je le disais tout à l'heure, un regroupement de personnes qui veulent défendre des intérêts qui leur sont propres. Et puis le solidaire, là, c'est finalement, je me regroupe pour essayer de prendre à bras-le-corps une problématique qui s'adresse à l'ensemble de la société. Ça peut être de la transition climatique, de l'inclusion par le travail, etc. Tout ça vous donne à la fois des statuts juridiques très particuliers, des mutuelles, des coopératives, des associations, des fondations, il ne faut pas les oublier. Elles sont très importantes, notamment les fondations d'entreprises. Et puis,
La loi de 2014, la loi dite ESS de 2014, dite loi Hamon, a essayé de définir dans son article 1 l'ensemble du champ de l'économie sociale et solidaire en ajoutant à ces 4 statuts historiques l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale. Aujourd'hui, vous pouvez effectivement réfléchir sur des problématiques particulières qui sont très contemporaines d'ailleurs, on parlait de climat tout à l'heure. Et comment est-ce que je peux résoudre ce sujet-là par un projet entrepreneurial que je peux mener au travers d'une association ou un des autres statuts que je décrivais tout à l'heure, mais aussi sous forme d'une société, une SAS, une société commerciale, qui pourra avoir ou pas dans ses statuts des aménagements particuliers, ou bien qui pourra aller jusqu'à avoir un agrément ESUS qui lui permet d'obtenir à ce moment-là des financements, notamment en fonds propres, de manière privilégiée. Voilà, ça c'est tout le champ de l'ESS tel qu'on le connaît aujourd'hui. Avec des structures qui ont une gouvernance particulière, partagée. Alors, ce qui est partagé, c'est des principes très forts qui sont partagés entre ces acteurs-là, et c'est là où on peut regrouper ces familles un peu disparates. C'est effectivement la gouvernance démocratique, ça c'est clair, la recherche d'utilité sociale dans l'objet social de la structure, la lucrativité limitée. Alors on a peut-être l'image de l'association plus ou moins bien gérée qui ne vit que de subventions, c'est peut-être encore vrai, mais c'est surtout la lucrativité limitée, ça ne veut pas dire la rentabilité limitée. On peut avoir une rentabilité intrinsèque, dégager effectivement des bénéfices, mais qui sont forcément remis en fonds propres de la structure. Ça, c'est très important. Quel est le poids finalement de cette ESS ? Alors le poids en France, on a coutume de dire 10% du PIB, 200 000 structures et 2,4 millions de salariés. Donc c'est un poids considérable, effectivement, sur ce sujet-là. À l'échelle d'Ora, c'est 28 000 établissements, 294 000 emplois et 14% de l'emploi salarié dans toute la région Ora. Et puis si je zoome sur Grenoble, c'est à peu près 1000 structures et 9 400 emplois. 9 400 emplois sur la grande agglomération de Grenoble. Sur la grande agglo de Grenoble. Sur l'Isère, c'est encore plus que ça, c'est 4 000 établissements et 40 000 salariés. Alors Frédéric, votre métier, c'est d'accompagner cette ESS, cette économie sociale et solidaire depuis plusieurs années. Quelles sont les principales évolutions que vous voyez pointer, les grands enjeux ? Alors les grands enjeux, c'est que la conjoncture, paradoxalement, telle qu'on la connaît, multicrise, multisectorielle, avec beaucoup de menaces qui pèsent, que ce soit la menace climatique, la menace géopolitique, c'est le Covid qui a révélé un certain nombre de faiblesses. Tous ces champs-là proposent à l'ESS finalement des opportunités considérables d'étendre son champ, avec ces principes que l'on a rappelés tout à l'heure. Depuis à peu près les années 70, on sait qu'on a un recul de l'État-providence. On a une règle des reins budgétaire qui fait qu'on ne peut pas traiter et prendre en charge l'ensemble des problèmes sociaux qui peuvent s'adresser à nous. C'est aussi l'accompagnement du changement climatique. Dans l'habitat, crise du logement actuellement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises en matière d'habitat coopératif et en matière d'habitat partagé ou d'habitat inclusif. Vous avez suivi peut-être encore les affaires sur, lorsqu'on a étendu au champ commercial, on va dire, un certain nombre de sujets comme la santé, le vieillissement, la petite enfance. Je ne reviens pas sur les scandales dont on a pu parler par ailleurs. Tout ça sont des champs du médico-social ou de l'ESS qui peuvent aussi être pris en charge. Et on connaît beaucoup d'initiatives en matière d'alternatives à l'EHPAD, par exemple, qui sont aujourd'hui portées. Puis toutes les entreprises maintenant, finalement, une démarche RSE qui est plus ou moins liée à cette ESS. Alors oui, et je crois qu'il faut aussi conserver quand même, j'ai rappelé la lucrativité limitée, la gouvernance démocratique et l'envie d'attraper et d'aller adresser plutôt un sujet d'utilité sociale. Moi, je vois plus un sujet d'alliance et de coopération avec ces entreprises-là qui, effectivement, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, reçoivent en quelque sorte des injonctions à limiter leur impact sur leurs parties prenantes, y compris sur l'environnement naturel. C'est tout autant de sujets qui peuvent permettre des coopérations entre acteurs de l'ESS et acteurs privés. Ça peut passer, y compris par des joint ventures sociales, c'est comme ça qu'on les appelle, où on crée ensemble une filiale commune avec un acteur de l'ESS. Ça se fait dans la logistique, par exemple, avec des structures d'insertion. Alors vous avez parlé de l'État, moi je rajoute l'Europe, je rajoute les collectivités territoriales. Quel est le rôle de chacun ? Comment tout ça s'articule ? Il est fondamental. Pour ce qui est de l'Europe a longtemps eu une incompréhension vis-à-vis de ce secteur-là, à tel point qu'on a cherché à banaliser les coopératives, à banaliser les mutuelles pour les faire entrer dans le champ, notamment des règles financières communes que l'on se donne sur ce secteur-là. C'est en train de changer. Il y a un plan très ambitieux actuellement au niveau européen qui veut développer et qui prend pour modèle d'ailleurs souvent le secteur de l'ESS tel qu'il est en France, puisque nous sommes un peu précurseurs sur le sujet, même si c'est un sujet qui est quasiment mondial. On trouve des structures de ce type-là à peu près dans le monde entier. Donc l'Europe joue et commence à jouer un rôle très important sur ces sujets-là. L'État, évidemment, a eu parfois un peu fluctuant dans l'organisation. On a vu, par exemple, lors du dernier gouvernement, on avait oublié de recréer un secrétariat à l'ESS, qui a été réattribué d'ailleurs à sa précédente affectateur, c'est Olivier Grégoire. On vient de nommer, je crois, ou on est en cours de nomination d'un délégué à l'ESS.
Mais tout ça, quand je vous dis 10% du PIB et je vous dis à peu près 2,4 millions de salariés, je crois que le budget, c'est 20 millions d'euros à l'échelle gouvernementale. Donc c'est très faible. Vous avez des représentations territoriales qu'on appelle les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, mais il ne faut surtout pas les assimiler aux CCI et chambres de métiers parce que ce n'est pas du tout les mêmes budgets. C'est des structures qui sont obligées d'aller chercher des financements en agglo, en région, etc. etc. Donc il y a forcément un rôle, et il y a, comme je le disais tout à l'heure, l'État peut s'appuyer aussi sur les structures de l'ESS pour mener des politiques. On le voit avec des grands acteurs et des grands groupes de l'ESS, notamment dans l'accueil des réfugiés. Je pense à Forum Réfugiés, par exemple, ou à d'autres structures qui, par délégation, mènent ensuite leur modèle économique à base de beaucoup de subventions européennes et étatiques pour faire et ouvrir des centres d'accueil pour réfugiés. Sur ce qui est des collectivités territoriales, et là c'est encore plus essentiel, c'est de plus en plus les grandes agglomérations ont pris des compétences économiques et dans le développement économique des territoires très fortes. Et quand vous avez un secteur qui vous propose des emplois non délocalisables, qui participe aussi de la résilience du territoire que l'on demande de mettre en place, que ce soit en matière alimentaire, que ce soit en matière climatique, par exemple, forcément, l'ESS devient quelque chose de très attractif pour ces structures-là. Et effectivement, vous avez dans beaucoup d'agglos maintenant des fonctionnaires à temps plein qui essayent de coordonner et de se mettre en relation avec les acteurs de l'ESS. Je terminerai sur l'État, parce que j'ai oublié de le dire, et c'est très important, c'est au fur et à mesure que la réglementation évolue, toute nouvelle loi, notamment celles qui contraignent de plus en plus sur le climat, sur la biodiversité, sur le traitement des déchets, etc., sont souvent des sources d'inspiration de nouvelles initiatives dans l'ESS, parce que souvent ce sont des activités dont la rentabilité n'est pas évidente pour un acteur privé. Et on voit beaucoup dans l'économie circulaire, dans le traitement des biodéchets, des initiatives qui sont prises à l'appui de ces nouvelles législations. Il y a la loi AGEC, par exemple, mais vous avez également tout ce qui est lié à la responsabilité étendue du producteur, qui donne lieu à beaucoup d'économies circulaires dans le domaine du jouet, dans le domaine de textile, c'est ce qui est à la mode en ce moment, et dans le domaine de l'électronique, etc., etc. Passionnant, merci beaucoup. Merci Frédéric pour ces précisions sur l'économie sociale et solidaire, des entreprises très fortement ancrées dans nos territoires, on l'a bien compris, puisqu'elles sont souvent créées pour répondre à des besoins spécifiques de populations très, très locales. Et on en parle d'ailleurs ici régulièrement dans Alpes Décideurs. Merci. Le plan France Relance est mort, vive son successeur France 2030. Le premier, né en pleine crise Covid, a accompagné les entreprises dans un contexte très particulier afin de sauvegarder l'activité et l'emploi. Il est désormais logiquement complété par un nouveau dispositif d'investissement afin de soutenir certains secteurs historiques et encourager de nouvelles filières industrielles et technologiques. On en parle avec le sous-préfet dédié à la relance en Isère, Sami Sissaïd. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord pour faire un petit bilan de ce plan France Relance en Isère. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que vous avez été nommé en 2021, je crois, en pleine crise Covid. Comment est-ce qu'on fait une évaluation du plan qui s'est achevé là ? Donc au bout de 3 ans, l'objectif c'était d'engager en Isère 2 milliards d'euros. Les projets ont été sélectionnés, on a bien 2 milliards d'euros qui ont été engagés par l'État et par l'Union européenne pour aider les entreprises, les collectivités, mais aussi les particuliers, dans beaucoup d'aspects de la relance économique justement. Donc 2 milliards d'euros. 1,7 milliard d'euros ont désormais été payés. Et donc on est sur la fin des paiements là désormais parce que les projets ont été sélectionnés, désormais ils ont lieu et on arrive sur la phase des paiements désormais et on est sur la fin des crédits de paiement. Et la question désormais c'est quels en sont les résultats une fois que ces crédits ont été engagés. On avait 2 objectifs à moyen terme. Le premier objectif à moyen terme, c'était de retrouver le niveau d'activité d'avant la pandémie. C'était ça, de retrouver le niveau d'activité d'avant la pandémie. Et finalement, on a un niveau d'activité qui aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, en Isère, est à 27% au-dessus du niveau d'avant-crise. Donc là, on est non seulement au niveau d'avant-crise, mais on est même bien au-delà, 27% de croissance en 4 ans, c'est tout à fait remarquable. Et puis par ailleurs, le deuxième objectif que nous avions à moyen terme, c'était aussi de retrouver le niveau d'emploi d'avant la crise. Et là, ça a été une réussite exceptionnelle. Sur ce point-là, ce point de l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'on a eu finalement 28 500 créations nettes d'emplois sur ces 3 ans. Donc c'est quelque chose de tout à fait remarquable parce qu'encore une fois, là, ce sont des créations nettes. C'est en plus du niveau d'avant-crise. Donc on n'a jamais eu autant de créations d'emplois en une si courte durée. En fait, en Isère, on avait déjà eu ce type de création d'emplois, mais en 13 ans. Sur les 13 précédentes années avant la pandémie, là, c'est en 3 ans qu'on a eu autant de créations d'emplois. Et donc le bilan, c'est le taux de chômage. Où en est le taux de chômage ? Le taux de chômage, désormais, est à 5,7%
C'est un niveau inédit sur les 4 dernières décennies. On n'a jamais eu aussi peu de chômage en Isère. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les demandeurs d'emploi, parce que l'idée c'était déjà de faire revenir dans l'emploi des personnes qui risquaient de perdre leur emploi à courte durée. Mais non seulement eux sont revenus, mais même des personnes qui étaient éloignées de l'emploi de longue date ont pu retrouver un emploi, et c'est ça qui nous a permis d'avoir un taux de chômage à 5,7, sachant qu'il était quand même à 8,7 en Isère, 8,7% en 2015. Donc c'est quand même une baisse très significative et même historique. Oui, l'Isère d'ailleurs un des meilleurs taux de France. Vous nous dites 2 milliards d'euros injectés dans l'économie en Isère. Dans quel type de structure, quel type d'entreprise? Alors, il y avait 3 objectifs ensuite de long terme, justement, pour pouvoir en même temps rénover l'économie, de ne pas investir dans toutes les entreprises de la même manière, d'investir dans quelques secteurs, les secteurs de la transition écologique, notamment dans les secteurs de la transition énergétique, dans les transports, dans les mobilités, dans la construction durable, en investissant pour la création d'emplois dans la rénovation énergétique des bâtiments publics de l'État, des collectivités, dans le cadre de ma prime Rénov également, avec mon accompagnateur Rénov qui s'est mis en place progressivement. Un deuxième aspect qui était la compétitivité des entreprises dans les secteurs stratégiques, notamment la santé, l'électronique, pour pouvoir accélérer les investissements dans ces domaines, et notamment pour la production de médicaments essentiels tels que le paracétamol. Un des projets majeurs, c'est, on pourra l'aborder peut-être, c'est le projet de paracétamol. Et puis, le troisième volet, c'est le volet de cohésion sociale et territoriale pour investir à long terme. Ça rejoint l'économie sociale et solidaire. Beaucoup d'entreprises et d'organisations de l'économie sociale et solidaire ont été accompagnées parce que c'était aussi ce volet de cohésion, d'apporter des aides aussi aux associations de lutte contre la pauvreté, d'apporter des aides aux organismes de formation aussi sur la formation professionnelle. Tous ces aspects-là, ce sont des aspects qui ont été accompagnés dans le cadre de France Relance. Et du coup, France Relance a laissé place à France 2030, avec quasiment les mêmes objectifs, peut-être des objectifs un peu plus affirmés, transformer durablement l'économie en matière de développement durable, et puis continuer à créer dans des structures stratégiques. Effectivement. En réalité, il y a trois étages qui se sont mis en place. Le premier, c'était le soutien juste après la pandémie, avec le fonds de solidarité, etc. C'est quand même 5 milliards d'euros qui ont été apportés en Isère avant le plan France Relance. Ensuite, il y a eu ce plan France Relance à 2 milliards d'euros. Et ensuite, désormais, c'est l'investissement dans les secteurs stratégiques à long terme, puisqu'on s'est dit que finalement, l'objectif, ce n'était pas simplement de relancer l'économie à court ou moyen terme, mais vraiment d'investir dans ces secteurs. Donc, dans ces secteurs stratégiques, il y a évidemment donc, la santé, l'électronique, les entrants essentiels à l'industrie, de réduire nos dépendances. C'est de ça dont on s'est rendu compte durant la pandémie. Au-delà de la question de la santé, on s'est rendu compte de certaines dépendances et du fait que finalement dans des périodes qui sont critiques, dans des périodes qui peuvent être difficiles, quand on a une dépendance à sens unique de la part d'un continent ou même d'un seul pays, ça devient difficile de pouvoir s'approvisionner et ça provoque aussi de l'inflation des prix. Et donc l'objectif, ça a été d'investir dans le cadre de France 2030. Et à ce stade, sur France 2030, on en est à 4,5 milliards d'euros qui ont été engagés en Isère. Donc c'est encore plus que ce qu'il y a eu sur France Relance. En termes d'investissement, le plan France 2030, à ce stade, on en est à 22 milliards d'euros engagés au niveau national. Sur les 54, je crois qu'il y a été annoncé. C'est ça, c'est 54 milliards d'euros au niveau national qui sont prévus. Là, pour le moment, on a déjà 22 milliards engagés. Et sur les 22 milliards engagés, il y a déjà 4,5 milliards uniquement pour l'Isère. Donc c'est dire ici que c'est une proportion très significative, c'est 1/5 finalement du total qui va vers un département sur 100, mais c'est dire la quantité, la qualité des projets. On a à ce stade 230 lauréats en Isère, sachant que dans chaque département il y a 1, 2, 5, 10 lauréats. Ici en Isère on en a 230 lauréats, et notamment beaucoup de TPE-PME, il y a 120 TPE-PME qui sont lauréates, il y a quelques ETI, quelques grands groupes, aussi des organismes de public, des organismes de recherche, notamment le CEA, l'UGA. Mais c'est vraiment une réussite collective parce qu'on voit ici l'ensemble des projets qui ont lieu en Isère. Alors pourquoi on peut dire qu'est-ce qui a permis cette réussite? Juste, c'est ce que j'ai remarqué en Isère, on aura peut-être l'occasion de l'aborder, mais c'est le fait que l'Isère est avant-gardiste. L'Isère s'est investi, les Iséroises se sont investis dans des secteurs qui désormais sont jugés stratégiques par l'État. Exemple, vous évoquiez le paracétamol. Oui, effectivement. Donc là, sur le domaine de la santé, lorsqu'on a voulu investir sur les secteurs de la santé, on avait des plateformes chimiques sur lesquelles on avait finalement supprimé nos usines. Pourquoi? Parce que le paracétamol qu'on produisait en Isère coûtait beaucoup plus cher que le paracétamol produit en Chine. Donc le consommateur, il ne faisait pas la différence, il choisissait directement le paracétamol venu de Chine. Et quand on s'est retrouvé en pénurie de paracétamol, on a tous eu besoin de cette production. Donc on a voulu relocaliser, mais pas relocaliser de la même manière, encore une fois, en pensant beaucoup plus à la transition écologique, en baissant énormément la consommation d'énergie de cette nouvelle usine, les émissions de gaz à effet de serre,
et puis les émissions de polluants en fait, au niveau de l'atmosphère. Et c'est ce qui va permettre sur la plateforme chimique de Roussillon de produire la moitié de la consommation européenne de paracétamol. Et c'est un investissement énorme, je crois que c'est 100 millions d'euros pour cette usine Sekens voilà. qui sera à Roussillon. C'est un des exemples, mais on peut évidemment citer la microélectronique ici dans l'agglomération. Effectivement dans le cadre de France 2030, à ce stade, sur les premiers crédits engagés, il y a plus de 90% des crédits engagés sur l'électronique qui vont vers l'Isère, encore une fois, vers des entreprises chefs de file telles que ST Microelectronics, Soitec, Aledia, Linred, Télédine et beaucoup de TPE, PME qui sont accompagnés dans le cadre de France 2030. Et là, ce dont on s'était rendu compte, c'était qu'on produisait en Europe 10% des semi-conducteurs, alors qu'on consommait 20% des semi-conducteurs. Et c'est ça qui a fait qu'on a beaucoup de secteurs économiques, pas uniquement de l'électronique, mais beaucoup de secteurs économiques, des industries de santé, de l'industrie automobile, etc., qui se sont bloqués, qui ont arrêté leurs usines parce qu'ils n'avaient pas les semi-conducteurs. Et donc c'est là où on s'est dit qu'il fallait beaucoup plus investir, et on a eu la chance d'avoir ce secteur en Isère sur lequel des projets étaient significatifs. Parce que c'est un des objectifs et un des grands leviers de ce plan France 2030, c'est de sécuriser l'approvisionnement, de sécuriser l'accès aux matières premières. Hein, c'est l'objectif. Effectivement. L'objectif dans le cadre de France 2030, ça a été la première réflexion dans France Relance, mais il a fallu un peu de temps de réflexion justement pour concevoir ce plan France 2030 en regardant quels sont ces intrants critiques, quels sont les domaines dans lesquels, quelles sont les matières premières pour lesquelles on a des dépendances très significatives et surtout des dépendances à sens unique. Quand on a 99% de l'approvisionnement qui vient d'un seul pays, c'est un approvisionnement critique et l'objectif c'est de créer des interdépendances et pas des dépendances à sens unique. Dans le cadre de ce plan France 2030, il y a également ce que vous appelez le projet Première Usine, et là aussi, alors vous avez visité d'ailleurs des entreprises, on va voir quelques images, hein, mais je pense à Microled par exemple, hein, des entreprises qui sont lauréates de ce projet. Voilà, c'est ça. Donc il y a 70 appels à projets dans le cadre de France 2030, mais il y en a un en particulier qui est très significatif, qui est celui qui s'appelle Première Usine, parce qu'on commence à avoir un très grand nombre, plus de 500 startups en Isère. Et quand on a plus de 500 startups, on peut dire que c'est une excellente réussite. Oui, ce sont déjà des milliers d'emplois qui ont été créés. Mais c'est le cap désormais de l'usine qu'il faut qu'on arrive à passer, le cap de la production, de l'industrialisation. Et c'est bien le cadre de cet appel à projet où nous avons déjà 5 lauréats. Donc ces 5 lauréats, ce sont Absolut dans le domaine de la cryogénie, Limatech à Vorep dans le cadre de l'approvisionnement en batterie pour l'aéronautique, en batterie électrique, Micro-OLED, donc dans le domaine des diodes électroluminescentes organiques, Essential Robotics à JR, qui est dans le domaine de la robotique chirurgicale, et BFC, qui est dans le domaine, cette fois-ci, des piles à enzymes. Déjà 5 lauréats. Voilà, déjà 5 lauréats, alors que dans les autres départements, on en a parfois 0, mais on a quelques départements avec 1, 2, 3 lauréats. Ici, on en a déjà 5, sachant qu'il y a aussi d'autres premières usines qui se créent et qui sont aidées par France 2030, au-delà de l'appel à projet, évidemment. Bon, c'est vraiment impressionnant. Alors pour conclure, on peut quand même rappeler que tout ça, ça consiste, vous l'avez dit, à créer de l'activité, de l'emploi et de la richesse redistribuée sur le territoire. Hein. L'objectif, finalement, c'est ça aussi. Hein. Oui, c'est ça. L'objectif de France 2030, c'est surtout de trouver des moyens pour mieux vivre, mieux produire et mieux comprendre le monde. Parce qu'on a ces atouts en France, on a cette capacité, en particulier en Isère, d'avoir des projets significatifs. Et l'objectif, c'est de leur donner la capacité d'aller le plus vite possible, d'aller le plus loin possible, d'aller le plus rapidement possible sur ces créations d'emplois. Mais pas simplement des emplois en soi, mais des emplois qui ont un impact à la fois sur la transition écologique, la transition énergétique, sur les grands enjeux que nous avons. Et peut-être pour conclure, ce que j'ai remarqué à travers mon passage en Isère, c'est que c'était historiquement un territoire qui était dynamique, mais avec les projets que nous voyons aujourd'hui de la part des Iséroises et Isérois, l'Isère a la capacité de passer du statut de territoire dynamique à celui de territoire exceptionnel. Bah dis donc, ça va en faire des jaloux. Hein. Quand on voit les milliards investis en Isère, je pense qu'il y a d'autres départements qui vont taper à la porte. Merci beaucoup en tout cas pour ce bilan et pour votre dynamisme. Merci Sami Saïd pour cette présentation de ce plan France 2030 qui nous est un peu moins lointain maintenant. On le voit bien, hein, il a un écho tout particulier ici en Isère. Connaissez-vous l'effet Magnus? Grâce à lui, une start-up iséroise est peut-être en train d'inventer l'éolienne d'un futur assez proche. Sur le tarmac d'Innovalet, Windfisher met au point un équipement capable de produire de l'électricité en utilisant l'énergie cinétique du vent. Une sorte d'éolienne volante contenue dans un immense cylindre cerf-volant. Vous allez comprendre avec ce reportage. Permettre à tous d'avoir une indépendance énergétique grâce à un cerf-volant, voilà l'idée de Gareth Smith en lançant son entreprise en 2021. Je pense qu'on va pouvoir voler. Pour de l'autoconsommation, pour un usage industriel, le cerf-volant éolien pourrait fournir 100 kW, une énergie suffisante pour alimenter tout un village.
100 kW, ça va fournir pour une centaine de maisons. Par exemple, les villages au Canada ou villages en Afrique, aujourd'hui, ils sont dépendants des groupes électrogènes diesel. Et pour arriver à notre objectif de zéro émission nette en 2050, on a besoin de promouvoir des technologies comme le nôtre pour arriver à réduire notre impact sur le climat. L'énergie est produite par le vent qui force sur les câbles du cerf-volant reliés à un générateur au sol. Le coût de production serait 3 fois moins élevé qu'une éolienne classique. On a prouvé qu'on peut faire voler un cylindre qu'on entraîne à partir du sol, donc il n'y a pas de moteurs qui sont embarqués. Donc juste avec l'effet Magnus, avec le vent, on arrive à faire voler notre cerf-volant. Le plus gros avantage aussi, c'est que nous, on peut déployer notre système et après le récupérer si on en a plus besoin. Le deuxième avantage, c'est qu'on a moins de résistance sociétale, moins de crainte, parce que le système il se pose au sol, sur son socle, quand il n'y a pas de vent, et ça ne fait aucune pollution visuelle sur le paysage. Aujourd'hui, la mission est de confirmer la performance et la stabilité en vol. Mais les essais ne se passent pas toujours comme prévu. Les prototypes sont mis à rude épreuve. Il y a occasionnellement un petit bug avec l'allumage des moteurs. Les contrôleurs moteurs font tourner immédiatement les moteurs sans qu'on le commande. Et malheureusement, je n'étais pas prêt. Et c'est un petit aléa des essais en vol. Il faut célébrer chaque échec parce que c'est un apprentissage. C'est réparé. Ouf. Pour le moment, le prototype est petit et ne génère qu'1 kilowatt. L'entreprise a besoin d'un fonds de 5 à 10 millions d'euros pour lancer le modèle de 25 mètres de long pour une commercialisation horizon 2028. Bon, alors ça va être au point bientôt, hein, par rapport à une éolienne classique, donc pas d'immense pales, vous le voyez, un faible encombrement au sol, moins de matières premières, pas de pollution visuelle. Ça fait plus de 8 ans que Gareth Smith, cet ancien ingénieur aéronautique chez Airbus, réfléchit à ce nouveau concept qui est donc en train de franchir le stade du prototypage, avec donc un espoir de commercialisation en 2027. Vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Et aujourd'hui, Frédéric, on a une question de Yannick qui veut savoir ce qu'on appelle la théorie du donut. Je suis un peu gêné parce que j'ai un pâtissier en face de moi. Ça m'intéresse. Voilà. Donc le donut, théorie économique ou vision économique d'ailleurs, élaborée par Kate Raworth, qui est une chercheuse maintenant, mais qui a eu un long passé chez Oxfam et qui a travaillé de façon très opérationnelle en Afrique. En fait, elle nous propose un modèle qui permet d'allier, dans le modèle économique, une vision économique qui permet d'allier en fait enjeux environnementaux, justice sociale et durabilité économique. Alors le donut, c'est ce gâteau à trous, un peu gras souvent, en tout cas réputé comme tel, sur lequel on peut mettre une grosse couche de sucre, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Oui, c'est très anglo-saxon et très marketing en fait. Donc en fait, l'économie, elle est entourée, si vous voulez, le trou que vous voyez central, c'est le trou du donut, avec effectivement un plancher, c'est-à-dire à quelles conditions je peux couvrir les besoins essentiels de l'humanité. Donc là, on est allé chercher au centre, effectivement, si vous avez connaissance de cette notion, un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, l'énergie, l'eau, l'alimentation, la santé, je ne vais pas tous les décrire là, mais en même temps, pour pouvoir satisfaire ces besoins-là, j'ai des ressources qui sont extrêmement limitées, c'est ce que vous voyez à l'extérieur en vert, en bleu, pardon, où on parle de pollution de l'air, de perte de biodiversité, de changement d'azote, etc. Donc l'idée, c'est comment je maintiens l'économie entre ces deux barrières, entre ces deux limites infranchissables. Après, on peut se livrer à toutes les interprétations, et c'est la deuxième infographie qui va vous montrer en fait les ressources épuisées d'un côté et les besoins non satisfaits au centre. Ah oui, c'est plus réaliste là, ouais. Tout ce qui est rouge, c'est pas bon, tout ce qui est bleu est encore visiblement possible, et tout ce qui est gris est quelque chose qu'on ne sait pas encore évaluer en fait. Donc c'est une vision de l'économie qui intéresse, ça peut rejoindre d'ailleurs notre sujet sur l'ESS, qui peut subir des critiques en fait à tous les extrêmes. Si vous êtes dans une vision ultra décroissante, on va dire, comme c'est aussi sur la place du débat économique d'aujourd'hui, on peut dire que ce modèle-là permet de concilier quand même la croissance, puisque finalement, ce n'est pas la croissance qui est au centre, c'est juste la durabilité des ressources et la couverture des besoins. Et puis à l'autre bout du spectre, effectivement, on peut vous dire que c'est une vision un peu idyllique sur le fait que les besoins couverts, comment est-ce qu'on les évalue ? Est-ce qu'on les évalue de la même manière dans les pays en développement ou dans les pays développés? Et puis, on voit bien que dans le côté ressources, on a un certain nombre de sujets qui sont loin d'être fixés encore aujourd'hui. Voilà. Pour moi, c'est une vision qui a le mérite de poser le débat, en fait, et qui permet justement
de provoquer des échanges entre les décroissants et les ultralibéraux. Cette théorie du donut, cette théorie sur la durabilité de l'économie, finalement, voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Frédéric. Si vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideurs@telegrenoble.net. Développer l'art du snacking sucré artisanal, c'est le nouveau défi de Thierry Court, le célèbre chocolatier confiseur grenoblois, meilleur pâtissier de M6 en 2017. Il promet de ravir nos papilles avec ses petits bonheurs. C'est la marque qu'il a créée et pour laquelle il vient d'ouvrir un vaste atelier, 500 mètres carrés. On est bien loin des 80 mètres carrés de son ancien laboratoire de la rue de la Poste à Grenoble. Merci beaucoup Thierry Court d'être avec nous. Merci à vous. Pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle étape. D'abord, on va préciser ce que c'est ce concept de snacking sucré néo-artisanal. Eh ben, en fait, c'est de revisiter tous les grands classiques industriels qu'on a tous connus depuis notre plus tendre enfance et de les ramener dans notre sphère artisanale, c'est-à-dire qu'on prend la recette, moi j'achète le produit, je le regoute, j'enlève tout ce qui ne me plaît pas dans les ingrédients et j'ajoute ma pâte artisanale dans les textures et surtout les goûts. C'est ça, parce que l'objectif, c'est bien sûr de garder le vrai goût des choses, parce que le snacking sucré, c'est pas toujours exceptionnel. Voilà, ça des fois, en plus ça a souvent des fois assez mal évolué dans le temps, on va dire dans les ingrédients, dans les durabilités des produits, on les amène à durer plusieurs années des fois, et c'est souvent au détriment du goût et des textures. Donc nous, on va amener des produits, des matières premières de qualité, pour avoir des goûts très longs en bouche et des goûts francs aussi. C'est-à-dire quand on veut du fruit, on met du fruit dedans pour qu'on sache quel fruit on a en bouche, quoi. Ça veut dire des vrais fruits, du vrai beurre, du vrai chocolat. C'est ça, pas d'ersatz, de matière grasse ou de la graisse de palme. Nous, c'est quand on a besoin de mettre du beurre, on met du vrai beurre. Et puis sur les fruits, on met de la purée de fruits, on met des poudres de fruits sur certains produits pour avoir des goûts très francs et très gourmands. Ouais. Avec un point particulier sur le chocolat quand même. Ah bah le chocolat, c'est aussi mon ADN de professionnel, c'est ma matière première de prédilection. Donc là, en plus d'avoir des produits de qualité, on essaye aussi d'avoir des valeurs environnementales équitables avec nos fournisseurs pour que chacun dans la chaîne s'y retrouve. En ce moment, le cours du cacao connaît une vraie flambée et malheureusement, ces flambées de prix ne profitent pas toujours aux agriculteurs dans des pays qui sont souvent assez pauvres. Donc nous, on veut que le coût d'achat du chocolat permette aussi aux gens qui récoltent le cacao dans les pays. Alors on a un lien très proche avec le Cameroun et on veut que les gens là-bas vivent de leur métier, que les enfants aillent à l'école au lieu de se retrouver dans les plantations, et ça c'est important aussi. Donc des bons produits, des produits sourcés, c'est bien ce que j'entends. Ça donne quoi? Alors ça donne des bonbons, des barres chocolatées, qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, on a le J'ai vu que chez vous, dans le catalogue, on trouve des Twins, des Crix, des Bicoco et des Bom-Bom. Alors, ça nous rappelle 2-3 choses, mais ça n'a rien à voir. Alors ça, avec la couleur, on se doute à peu près à quoi ça ressemble, sans citer la marque. Là, on est sur des bonbons guimauve, mais alors très très légers, très moelleux, très aérés, avec des goûts de fruits très sympathiques. Le Crix, c'est de la bille de céréales soufflée, enrobée de couverture soit de chocolat, soit de fruits. On a été les premiers à faire des billes enrobées de fruits. Donc ça, c'est même un produit qu'il y a eu dans les TGV pendant quelques mois. Et puis notre dernière création, c'est le Crix tarte aux fruits. Donc oui, ça a le goût d'une tarte. Voilà, alors là, il y a une version qui est un peu plus ludique parce qu'avec l'association de 2 billes différentes, une qui amène le goût tarte et 2 qui amènent le goût fruit, on prend 3 billes en même temps dans la bouche et on a vraiment les saveurs de la tarte aux fruits qui se diffusent dans la bouche. Ça, c'est ludique, mais c'est très gourmand aussi. On a 2 versions. Tarte abricot et tarte myrtille. C'est formidable. Monsieur le sous-préfet qui est resté avec nous en coulisses apprécie l'innovation aussi dans la confiserie. Et oui, mine de rien, on est dans un secteur qui est assez immobile, où il y a des mastodontes qui dominent depuis des décennies, et il y a assez peu de créativité finalement. Et nous, on est là pour... alors, on va pas bousculer le marché du jour au lendemain, on est là pour amener une alternative plus gourmande, plus saine, en disant aux gens, mangez moins de produits sucrés, soyez raisonnables, prenez de la qualité, vous verrez que les plaisirs sont plus durables et que vous serez moins tenté de consommer ça de façon très répétitive. Ouais, et puis une expérience de consommation, parce que là, je vois qu'on peut s'amuser sur deux bonbons différents pour faire des goûts... C'est ludique et gourmand à la fois. Bon, alors évidemment, il y a les classiques, les coffrets chocolat, les citrons confits, les pâtes à tartiner, tout ça, c'est évidemment dans le catalogue. Et donc, je le disais, vous donnez une nouvelle envergure à cette activité. Vous avez franchi un pas supplémentaire, une nouvelle étape, en créant un nouveau vaste atelier. C'est à Aprieux. Je vous propose de le visiter.
La Charlotte reste sur la tête, les éclairs restent dans les yeux et le succès tapisse le fond de toile. Les gâteaux, c'est fini, le pâtissier Thierry Court change de disque. Les cacahuètes roulent leur bosse, bonbons et chocolats se la coulent douce. Les confiseries jaillissent désormais par milliers de sa nouvelle usine. Le terme usine renvoie souvent à des industriels. Là, j'aime bien le terme d'atelier. Parce que c'est là qu'on va élaborer tous nos petits bonheurs. Et voilà, ça reste quand même très artisanal tout ça. Et toute la recette part de là, l'artisanat des sucreries industrielles. Thierry Court avait élaboré quelques produits, comme les fraises bonbons bien connues, pour colorer son activité après 20 ans d'expérience dans le chocolat et la pâtisserie. Couronné du premier titre de meilleur pâtissier professionnel sur M6, il a attiré l'attention de la capitale, les magasins parisiens ayant trouvé un potentiel dans ses créations uniques en sachet. Les petits bonheurs, c'est d'abord des matières premières de grande qualité. Le chocolat en fait partie. On enlève tous les ingrédients superflus, les conservateurs, et à la place, on met des bonnes matières premières pour avoir du goût, de la texture. Et après, on utilise colorant naturel, arôme naturel pour avoir des produits vraiment le plus sain possible. Le choix coulé de source, abandonner la pâtisserie peu rentable pour faire grandir les petits bonheurs et donc fermer l'atelier boutique de la rue de la Poste pour investir 1,5 million d'euros dans un grand laboratoire à Apprieux. Avec des machines performantes, l'artisan nourrit son ambition de diffuser ses produits dans toute la France et à l'étranger tout en gardant les pieds sur ses terres. On veut garder notre ancrage local grenoblois parce que voilà, moi je suis grenoblois pur souche et que j'ai fait mes études là et tout. Mais on veut aussi rayonner sur tout le territoire parce qu'on a les produits pour ça et qu'il n'y a pas de raison que les petits bonheurs soient réservés qu'aux Grenoblois. Avant, toutes les commandes étaient dans le magasin, donc souvent il y avait des cartons plein le magasin. Bon, les clients avaient l'habitude à force, mais on est quand même mieux ici. Que les becs sucrés grenoblois patientent encore, un magasin rouvrira ses portes en centre-ville. En attendant, la boutique en ligne tourne à plein régime pour chasser les complexes. En cette période si trouble, les plaisirs gourmands, c'est aussi essentiel. Les petits bonheurs, un nom de marque à retenir. Donc un nouvel atelier, 500 mètres carrés. Il est sorti de terre en 5 mois. Il a fallu faire vite, même si ça a été une longue préparation. L'activité a démarré là, début octobre avec combien, 8 personnes? Oui, c'est ça. On est 5 en production et puis 3 sur les préparations de commandes administratives. Et tout. Alors on entendait effectivement que la boutique de Grenoble avait fermé, que là il s'agit d'élargir la gamme du catalogue. Hein. C'est ça, là on a une vingtaine de références dans la gamme Petit Bonheur. L'idée c'est de la diffuser auprès de professionnels, de revendeurs dans tout un tas de secteurs et surtout de couvrir le territoire le plus rapidement possible. Et après nous on va garder quand même notre activité boutique avec des produits que tout le monde connaît, les macarons, le chocolat. Et on va rouvrir bientôt des boutiques éphémères pour passer les fêtes. Et après on ouvrira un premier concept store 100% Petit Bonheur en début d'année 2024. Donc une boutique éphémère à Grenoble pour les fêtes, parce qu'évidemment c'est une saison à ne pas manquer. D'ailleurs le must à cette époque de l'année, c'est le calendrier de l'Avent. Oui, alors le calendrier de l'Avent c'est devenu un enjeu incontournable. Hein. Toutes les marques s'y mettent, que ce soit dans la cosmétique, même dans la charcuterie, maintenant il y a des calendriers saucissons. Et nous on a sorti notre premier calendrier 100% Petit Bonheur. Alors là si vous voulez goûter la gamme Petit Bonheur, là-dedans vous avez 24 produits différents, de la barre chocolatée, du biscuit, du nounours guimauve, des bonbons, des snackings chocolatés. Et là on est vraiment sur un calendrier hyper gourmand, hyper qualitatif, qui pourra ravir toute la famille. Donc dans la boutique éphémère à Grenoble et sur le site internet. Où on trouve d'ailleurs tous les produits. Hein. L'objectif avec ce nouvel atelier, c'est de multiplier par 10 la production habituelle de la boutique. C'est ça, là on a un outil de production qui va nous permettre d'augmenter, de passer de 10 à 12 fois ce qu'on faisait avant rue de la Poste. Hein. On a plus de place, on a du matériel plus gros, plus performant qui nous permet d'envisager des volumes importants. Et avec cet outil-là, on a une marge de progression sur 4-5 ans, on vise jusqu'à 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est assez ambitieux, mais on a l'avantage d'avoir une gamme de produits qui est relativement exclusive. Personne ne fait encore la même chose que nous. Donc on préfère, on espère profiter de cette avance-là pour
pour couvrir le territoire rapidement. Oui, parce qu'on disait 1,5 million d'investissement. Il y a le bâtiment, mais il y a aussi les machines. Moi, j'aime bien que vous me parliez des machines. Comment elles s'appellent et à quoi elles servent? Alors les machines, il y a tout un tas de machines. L'investissement global en machines, c'est quasiment 600 000 euros. Il y a des machines qui déjà à elles seules coûtent plus de 100 000 euros. Donc on a une enrobeuse, donc qui vous avez vu dans le reportage avec le tapis, les produits passent sur le tapis, sont enrobés, ils arrivent au bout d'un tunnel de refroidissement qui fait 12 mètres de long. Donc là, il a fallu créer le laboratoire en fonction de la machine. Et après, une des belles machines que vous avez vues, un des beaux ateliers, c'est les turbines. Donc les turbines, ça nous permet de faire tous ces produits-là qui tournent dans des espèces de bétonnières et qui sont enrobés pendant 1h30 à 2 heures de couverture de fruits ou de couverture de chocolat. Et là, l'avantage de cet atelier turbiné, c'est que là, on a une progression qui est très mathématique et qui peut se développer très vite parce qu'à terme, on pourra faire jusqu'à 500 kilos par jour dans cet atelier. Donc ça, c'est vraiment un bel outil performant et qui va nous permettre d'envisager de beaux développements. Bon, on n'oublie pas tout l'art du confiseur, qui est de maîtriser la recette et le dosage. Moi, je dis toujours, c'est la machine qui s'adapte au produit et pas l'inverse. Le jour où il faut changer la recette pour s'adapter à une machine, là, on commence à glisser sur un terrain qui se rapproche des industriels. Et nous, on veut rester artisanal. Moi, ça fait 21 ans que je suis artisan et je ne bougerai pas, je ne dérogerai pas à cette règle de l'artisanat. Alors, je le disais, avec ce nouvel atelier, vous franchissez une nouvelle étape. Il a fallu convaincre des investisseurs de vous suivre. Ça a été un nouveau métier pour vous. Oui, un sacré parcours du combattant. Ça a été 2 ans de ma vie dans lequel je me suis engagé beaucoup. On s'est fait des nœuds au cerveau parfois parce qu'il a fallu monter un dossier, un business plan très complet avec beaucoup de chiffres, des prévisionnels. Il a fallu se faire aider aussi. Et heureusement, on a très vite rencontré des fonds d'investissement locaux. Pour les citer, donc C2AD et RDD Somudimec. Et ils ont été très bienveillants. Ils ont cru à notre projet alors qu'en plus on est sur un territoire où l'agroalimentaire est assez rare. C'est pas de la microélectronique. Non, donc ça a été plus difficile de convaincre des gens qui ne comprenaient pas tout à fait. Et comment on fait alors? On adapte son discours, on fait goûter les produits. Voilà. Alors oui, quand on fait goûter les produits, on a un petit avantage. Là, les produits séduire. Et la notoriété, parce que... On peut séduire. Mais la notoriété est aussi très basée à mon passé de pâtissier. Et là, il faut faire comprendre qu'on ne cherche pas à multiplier les gâteaux, qu'on cherche plutôt à multiplier les bonbons. Et c'est très différent en termes de possibilités et de développement. Mais ces fonds d'investissement nous ont accompagnés dans la bienveillance et après on a pu trouver des investisseurs privés aussi, un local et un qui est dans le nord. Et avec ce pool-là, on est vraiment accompagnés pour développer commercialement, pour développer les finances de ce beau projet auquel on croit beaucoup. Parce que maintenant, il va falloir effectivement suivre en matière de commercialisation. Alors, j'ai cité le site Internet. L'objectif, c'est d'intégrer le maximum d'épiceries fines, d'hôtels de luxe, tous les endroits de passage. C'est ça. Et puis après, les gares, les aéroports, les trains. On a déjà eu travaillé avec la SNCF. Là, on a des premiers contacts avec Air France. Donc là aussi, j'apprends un nouveau métier, celui de commercial. Je prends ma casquette de commercial, je visite les entreprises, je visite les hôtels, je passe des coups de fil. C'est un travail vraiment différent, mais pour l'instant, je suis le meilleur ambassadeur de mes produits. Et après, on pourra muscler l'équipe commerciale pour avoir vraiment des représentants sur tout le territoire. Bon, et puis il y aura cette boutique éphémère pour les fêtes. Alors, elle sera où à Grenoble? Alors, elle sera rue Guétal. Là, vous êtes les premiers avec qui je l'annonce. Mais bon, on ne pouvait pas se couper de notre clientèle grenobloise. Je vous dis, ça fait 21 ans. Il y a des clients, ça fait 20 ans qu'ils prennent leur chocolat chez moi. Et ils étaient tristes de ne pas pouvoir nous retrouver. Donc, on tenait à avoir un point de vente pour les fêtes. Et puis après, on fera quelques travaux et on ouvrira vraiment un concept store pour que vraiment l'expérience de consommation autour des petits bonheurs soit complète et que les gens aient un lieu pour déguster nos produits et se sentir bien. Bon, et puis j'ai l'impression que les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine, dans quelques mois, vont vous servir peut-être à trouver quelques pistes à l'international. C'est ça. C'est qu'on a déjà pas mal de revendeurs sur Paris. On est dans les grands magasins. On vise aussi beaucoup les hôtels. Et puis si on arrive à rentrer dans les gares, les aéroports, on pourra toucher une clientèle internationale qui va venir à cette occasion. Et on ne veut pas louper ce moment-là. Bon, et alors à l'étranger, les petits bonheurs, ça sera traduit ou ça s'appellera toujours les petits bonheurs? Non, je pense que le Made in France a beaucoup de valeur à l'étranger. On travaille déjà avec quelques pays francophones. On a travaillé avec la Suisse. Mais les petits bonheurs, non, il faudrait que ça reste typiquement français parce qu'on a quand même la chance d'avoir ce rayonnement du Made in France à l'international et on peut y participer aussi avec un produit qui n'est pas un produit de luxe, mais qui peut plaire au plus grand nombre. Une marque dont on va se souvenir, les petits bonheurs, Frédéric. Une belle aventure, hein? Oui. Belle aventure et beau développement pour une entreprise en plein devenir.
surtout des levées de fonds auprès de fonds qui n'ont absolument pas l'habitude de faire ça, c'est remarquable. Ouais, ça n'a pas été facile de les convaincre, mais c'est vrai que quand on leur a glissé 2-3 chocolats dans la bouche, déjà on a fait la moitié du chemin. Il est malin. Le financier est corruptible. Voilà. Merci infiniment Thierry Court. Merci Belle à vous. aventure à vous et à vos petits bonheurs. Merci Frédéric Hello. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve bien sûr très rapidement sur Télé Grenoble. Vous pouvez voir et revoir Alpes Décideurs sur télégrenoble.net. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.